Guillaume le Conquérant mourut d'une manière incroyablement atroce. Mais ce qui arriva à son corps lors de ses funérailles fut bien plus horrifique. Guillaume le Conquérant venait de Normandie, dans le nord de la France, mais peu de gens réalisaient que les Normands n'étaient pas réellement français, ils étaient vikings. Bien que Guillaume parlât français, sa lignée était indéniablement nordique. En parlant de la lignée de Guillaume, il y a une autre vérité qu'on ne peut ignorer, ses origines scandaleuses. Avant de devenir connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, il portait un titre bien moins flatteur, Guillaume le Bâtard. Son père Robert était le puissant duc de Normandie, mais sa mère venait d'origine bien plus modeste. Malgré la division sociale, les deux tombèrent profondément amoureux, mais ils ne pouvaient pas se marier, d'où ce terrible surnom. Malgré son statut illégitime, Guillaume hérita de la Normandie de son père, mais lorsqu'il était adolescent, un rebelle nommé Yé de Normandie le força à fuir et se proclama duc. Mais Guillaume n'était pas un enfant sans défense. À presque 18 ans, il avait passé toute sa vie à lutter pour survivre. Il était temps de riposter. Un an plus tard, il revint pour reprendre son titre, cette fois avec le soutien du roi de France. Ensemble, ils marchèrent vers le nord pour écraser Yé de Normandie et ses alliés rebelles. Guillaume chargea personnellement dans la bataille et il en sortit victorieux, prouvant qu'il était plus qu'un garçon défendant son titre, il était un guerrier, prêt à brandir son épée pour le protéger. Mais le bain de sang était loin d'être terminé. Guillaume le Conquérant devint un homme à la carrure imposante, puissant, avec une voix grave et autoritaire. Il passa la majeure partie de sa vie en excellentes conditions physiques, prouvant sa force à maintes reprises sur le champ de bataille. Ce n'était pas un souverain qui gouvernait depuis un trône. Il combattait aux côtés de ses hommes et était réputé pour ses compétences à la fois comme guerrier et comme cavalier. Bien que Guillaume ait repris son duché, les ennemis continuaient de se dresser contre lui. Pendant la décennie suivante, il combattit de nombreuses rébellions, affinant ses compétences de chef militaire. Ces batailles le forgèrent dans le conquérant que l'histoire retiendrait. Cependant, sécuriser le pouvoir ne se limitait pas à gagner des guerres. Le mariage pouvait aider Guillaume à affermir son pouvoir en Normandie. En 1049, Guillaume négocia une alliance matrimoniale avec le comte Baudouin Pitt de Flandre, arrangeant son mariage avec sa fille Mathilde. Cette union garantirait un allié puissant, mais il y avait un problème. Mathilde n'avait aucun intérêt à épouser le fils illégitime d'un duc. Cependant, Guillaume le Conquérant n'était pas homme à accepter un refus. Sa première rencontre avec Mathilde de Flandre fut tout sauf romantique. Lorsqu'il lui fit sa demande, elle le rejeta catégoriquement. Sa réponse fut impitoyable. Avant qu'elle ne puisse s'enfuir, il la saisit par les tresses et la tira violemment de son cheval. Malgré ce début désastreux, Guillaume et Mathilde finirent par se marier. Contre toute attente, leur union se révéla remarquablement aimante, tendre et fidèle. Guillaume ne prit jamais de maîtresse et resta dévoué à Mathilde tout au long de sa vie. Lorsqu'il était absent, il confiait la Normandie à Mathilde, qui n'était pas une femme ordinaire du XIe siècle. D'innombrables nobles cherchèrent à reprendre le duché pour eux-mêmes, mais Mathilde les déjoua tous, s'assurant que la Normandie restait fermement sous le contrôle de Guillaume. Malgré un début tumultueux, leur mariage devint un véritable partenariat. Mais cela laisse encore une grande question. Quand Guillaume a-t-il enfin, conquis quelque chose? L'Angleterre n'était probablement pas dans l'esprit de Guillaume jusqu'en 1051, lorsque le roi Édouard le Confesseur le désigna de manière choquante comme son héritier. C'était un choix inhabituel.
Guillaume était le petit-fils de l'oncle d'Édouard. Une relation lointaine au mieux. Mais les liens familiaux n'étaient pas le seul problème si Guillaume voulait le trône d'Angleterre. Il devrait se battre pour l'obtenir. La décision d'Édouard déconcerta beaucoup, mais personne ne s'y opposa plus que son beau-père, Godwin, comte de Wessex. Godwin avait orchestré le mariage de sa fille avec Édouard dans le but clair de sécuriser la couronne pour ses propres descendants. Non seulement Édouard n'avait pas produit d'héritier, mais maintenant il avait l'intention de remettre le trône à un étranger. Godwin n'allait pas laisser cela se produire sans se battre. Édouard le Confesseur mourut en janvier p. 66, laissant derrière lui un désastre politique de son propre fait. Des années plus tôt, il avait promis le trône à Guillaume, mais sur son lit de mort, il changea d'avis et désigna Harold, le fils de Godwin, comme son successeur. Les nobles anglais accueillirent favorablement cette décision, soulagés de voir l'un des leurs prendre la couronne. Mais un homme était loin d'être satisfait, Guillaume. Édouard lui avait pratiquement promis le trône, et Guillaume n'avait aucune intention de laisser cela lui échapper. D'une manière ou d'une autre, il obtiendrait sa couronne. Après la mort d'Édouard, Harold prit le trône, mais son règne fut immédiatement contesté. Il n'était pas le seul à prétendre à l'Angleterre, et des factions rivales émergèrent bientôt, chacune luttant pour sa part du royaume. En 1066, l'Angleterre était devenue un véritable jeu de trône. Alors que le tumulte se déroulait, Guillaume observait et attendait. Quand la poussière retomba, Harold en était sorti victorieux. C'était exactement ce que Guillaume attendait. Il était temps de frapper. Guillaume mit enfin les voiles pour l'Angleterre, confiant à sa femme. Mathilde le soin de régner en son absence. Une fois arrivé en Angleterre, il se dirigea rapidement vers Hastings, où il construisit un château et établit sa base d'opération. Mais il avait un problème. Harold ne venait pas à lui. S'il voulait une bataille, il devrait la provoquer. Alors il lâcha ses hommes sur la campagne anglaise. Les Normands pillèrent les villages, brûlèrent les fermes et dévastèrent la terre. Tout cela pour attirer Harold. Incapable d'ignorer la dévastation, Harold rassembla son armée et marcha droit sur Guillaume, comme un papillon, attiré par une flamme. Puis vint le jour qui changerait l'Angleterre pour toujours, la bataille de Hastings. Peu de gens réalisent à quel point cette bataille fut brutale. Elle commença à 9 heures du matin et fit rage pendant toute une journée. Au début, la bataille de Hastings fut désastreuse pour Guillaume. Les Anglais, positionnés au sommet d'une crête, formèrent un mur de boucliers impénétrable, repoussant les Normands à maintes reprises, tout en infligeant de lourdes pertes. Certains des soldats de Guillaume perdirent complètement leur sang-froid et s'enfuirent du champ de bataille en panique. Puis une rumeur terrifiante se propagea comme une traînée de poudre à travers les rangs normands. Le bruit courut que Guillaume avait été tué. Son armée était au bord de l'effondrement, jusqu'à ce que Guillaume lui-même arrache son casque et chevauche jusqu'aux premières lignes, prouvant qu'il était bien vivant. La vue de leur commandant revigora les Normands, et avec une détermination renouvelée, ils renversèrent le cours de la bataille. Finalement, le roi Harold tomba, probablement frappé par une flèche en plein dans l'œil. Avec leur chef disparu, les forces anglaises s'effondrèrent. Enfin, les combats cessèrent. Guillaume était victorieux. Guillaume ordonna que les corps des Anglais soient laissés là où ils gisaient, abandonnés à pourrir sur le champ de bataille, lorsque la mère de Harold offrit de payer le poids de son fils en or pour récupérer ses restes, Guillaume refusa. Il avait d'autres plans pour le corps du soi-disant roi. Guillaume fit jeter ses restes dans l'océan. Pour lui, le trône lui avait toujours appartenu. Pourquoi montrer le moindre respect à un traître?
Mais malgré son triomphe à Hastings, le combat de Guillaume pour l'Angleterre était loin d'être terminé. Les Anglais n'avaient toujours aucun désir d'avoir un roi normand. Par défi, ils nommèrent Edgar Letheling, le dernier héritier de la maison de Wessex, comme leur souverain. Et comment Guillaume réagit-il? Avec le feu et le sang. Après Hastings, Guillaume marcha avec son armée vers Londres, laissant une traînée de destruction dans son sillage. Il brûla et pilla son chemin à travers la campagne jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la ville. Début décembre, alors que Guillaume traversait la Tamise, les Anglais se rendirent enfin. Edgar Letheling et plusieurs nobles puissants prêtèrent serment de fidélité à Guillaume. Et cette fois, Guillaume fit preuve de clémence. Il permit à de nombreux seigneurs anglais de conserver leurs terres et leurs titres. Mais tout noble qui avait combattu contre Guillaume à Hastings fut déchu de ses terres. Un jour ils étaient seigneurs, le lendemain ils n'avaient plus rien. Enfin, le jour de Noël 1066, Guillaume fut couronné roi d'Angleterre. Mais son couronnement tourna à la catastrophe. Pendant le couronnement de Guillaume, le peuple de Londres éclata en acclamations pour leur nouveau roi. Pour Guillaume, cela dut être un moment de triomphe, mais alors le désastre frappa. Les gardes de Guillaume prirent le rugissement assourdissant pour une révolte contre le roi. Pris de panique, ils mirent le feu à plusieurs bâtiments. Ce qui aurait dû être un moment de gloire sombra dans un chaos total. Le couronnement fut ruiné, mais Guillaume était officiellement roi d'Angleterre. Maintenant, il devait simplement s'assurer que cela reste ainsi. Après des mois à consolider son emprise sur l'Angleterre, Guillaume décida que son travail était terminé. Être roi d'Angleterre était plus comme un travail secondaire. Confiant que tout était sous contrôle, il retourna en Normandie pour retrouver sa bien-aimée Mathilde, laissant son demi-frère Odo en charge. À l'instant où Guillaume partit, des rébellions éclatèrent à travers l'Angleterre. Des souverains européens rivaux voulaient une part de son royaume, tandis que des rebelles anglais, dont beaucoup restaient loyaux à Harold, voyaient une opportunité de frapper. Odo fit ce qu'il put, mais il n'était pas Guillaume le conquérant. L'Angleterre sombrait dans le chaos, et Guillaume n'eut d'autre choix que de revenir. Gouverner l'Angleterre devint un jeu sans fin de tape-taupe. Chaque fois que Guillaume écrasait une rébellion, deux autres semblaient surgir. Après plusieurs campagnes, son emprise sur le pays semblait assurée. Une fois de plus, il mit les voiles pour la Normandie, pour un repos bien mérité. Quelques mois après le départ de Guillaume, une autre rébellion éclata, mais celle-ci était différente. Vous vous souvenez d'Edgar Letheling? Apparemment, il préférait le titre de roi Edgar, et il avait un plan. Il s'allia avec le roi du Danemark et lança une attaque à grande échelle sur York, l'une des villes les plus importantes du nord de l'Angleterre. Edgar prit d'assaut York, massacra ses défenseurs normands et s'empara de la ville. Ce fut le plus grand coup que Guillaume ait subi en Angleterre, mais ce n'était même pas le pire. Les nobles locaux proclamèrent Edgar le roi légitime d'Angleterre. Maintenant, Guillaume avait un vrai problème sur les bras. La réponse de Guillaume à la rébellion d'Edgar, connue sous le nom de « Ravage du Nord », fut tout simplement horrifique. Quand Guillaume se précipita vers le nord à York, Edgar et ses hommes s'enfuirent pour sauver leur vie. Edgar s'échappa en Écosse, tandis que les autres rebelles se dispersèrent, se cachant à travers le nord. Guillaume avait espéré les affronter en bataille s'il laissait mettre fin au conflit, une fois pour toutes. Lorsqu'ils refusèrent de se battre, il opta pour une approche bien plus dévastatrice. Il divisa ses forces en petits groupes et les lâcha à travers le nord, comme une meute de chiens sauvages. Leur mission étant de brûler, piller et terroriser. Si les rebelles ne voulaient pas l'affronter en bataille, Guillaume rendrait leur vie
si insupportable qu'il n'aurait d'autre choix que de se soumettre ou d'être détruit. Les Normands avaient déjà utilisé des tactiques similaires, mais cette fois, ils allèrent trop loin. Au-delà du massacre des villageois et de l'incendie de villages entiers, les hommes de Guillaume ciblèrent également les réserves de nourriture et le bétail, assurant la famine pour ceux qui survivaient aux premières attaques. Et avec l'hiver rigoureux qui suivit, la famine s'empara du nord. Certains récits décrivent même des survivants désespérés ayant recours au cannibalisme pour rester en vie. Quand tout fut terminé, jusqu'à 100 000 personnes étaient mortes de famine uniquement, en plus de celles tuées dans les attaques normandes. Le ravage du Nord fut l'acte le plus impitoyable de Guillaume le Conquérant, et cela fonctionna. Après avoir été témoin de l'ampleur de la cruauté de Guillaume, personne n'osa soutenir Edgar l'Atheling. En 1074, Edgar se rendit enfin, sécurisant de l'emprise de Guillaume sur l'Angleterre. Mais, attention, cette sécurité ne durerait pas longtemps. En 1075, deux des propres comtes de Guillaume se rebellèrent, complotant pour le renverser et s'emparer du trône pour eux-mêmes. Cette rébellion avait quelque chose que les soulèvements précédents n'avaient pas: le soutien d'un allié puissant. Philippe Tranier, le nouveau roi de France, en avait assez des conquêtes de Guillaume. Lorsque Guillaume piégea l'un des comtes rebelles dans un château en Bretagne, Philippe arriva avec une armée. Les deux forces s'affrontèrent, et pour la première fois de sa vie, Guillaume perdit. Eh bien, cela devait arriver un jour. Forcé de se retirer en Normandie, Guillaume décida d'adopter une approche plus prudente. Il fit la paix avec Philippe, exécuta l'un des comtes traîtres et emprisonna l'autre. Et juste à temps, car la prochaine trahison viendrait d'une source bien plus proche. Guillaume ne passait pas tout son temps à conquérir. Il était aussi un homme de famille. Lui et Mathilde eurent au moins 9 enfants, mais sans surprise, Guillaume n'était pas exactement le père le plus soutenu, et son fils aîné, Robert, estimait qu'il ne recevait pas le respect qu'il méritait. Comme beaucoup d'autres jeunes nobles à l'époque, Robert pensait qu'il était temps que la vieille génération commence à passer le flambeau. Alors il rassembla un groupe de seigneurs partageant les mêmes idées, constitua une armée et commença à piller la Normandie. Guillaume finit par acculer son fils rebelle dans un château, mais juste au moment où il s'y attendait le moins, Robert et ses hommes lancèrent une attaque surprise. Dans le chaos, Robert lui-même parvint à faire tomber Guillaume de son cheval. Pendant un moment, il sembla que les jours du conquérant étaient comptés. À la dernière minute, un Anglais vint à l'aide de Guillaume, lui sauvant la vie. Il semblait que la relation entre Guillaume et Robert ne se remettrait pas de ce conflit, mais étonnamment, l'inverse se produisit. Apparemment, la seule façon pour Robert de gagner le respect de son père était de le vaincre au combat. Au lieu de poursuivre le combat, Guillaume leva le siège et rentra chez lui. Peu après, père et fils se réconcilièrent. Guillaume confirma même officiellement que Robert hériterait de la Normandie à sa mort. Et en retour, Robert abandonna sa rébellion. Pendant ce temps, des troubles se préparaient à nouveau en Angleterre. Le roi des Écossais lança une razzia dévastatrice sur le nord déjà traumatisé. Pendant plus d'1 mois, les forces écossaises ravagèrent de la terre, forçant Guillaume à retourner en Angleterre pour la première fois depuis des années pour rétablir l'ordre. Mais cette fois, il avait amené un nouvel allié avec lui. Quand Guillaume revint en Angleterre en 1080, il amena son fils Robert avec lui. Et en confiant à son fils le combat contre les Écossais, il observa Robert les soumettre rapidement. Les choses semblaient enfin s'améliorer pour Guillaume le Conquérant, mais pas pour longtemps. Après des décennies ensemble, la bien-aimée épouse de Guillaume, Mathilde, décéda. Leur mariage avait été proche et affectueux, et sa mort le dévasta. Mais il eut peu de temps pour pleurer.
une autre trahison se préparait. Robert, voyant son père vieillir et vulnérable, conclut un accord avec le roi de France et lança une nouvelle rébellion contre son père. À son apogée, Guillaume avait été un guerrier redoutable, mais la vieillesse avait fait son œuvre. Son physique, autrefois puissant, s'était transformé en proportions excessives, rendant difficile pour lui de commander la même peur et le même respect. Sa femme était partie, son fils s'était retourné contre lui une fois de plus, et il était devenu si lourd qu'il pouvait à peine monter à cheval. La plupart des hommes auraient abandonné, mais Guillaume mena ses troupes au combat jusqu'à la fin. En 1087, alors qu'il combattait les alliés français de son fils, le cheval de Guillaume se cabra en pleine bataille, le projetant contre le pommeau de sa selle avec une telle force qu'il lui rompit les intestins. Il survécut pendant plusieurs semaines de souffrances atroces, mais il n'y avait aucun moyen de le sauver. Le 9 septembre 1087, Guillaume le Conquérant succomba à ses blessures. Avec la mort de Guillaume, l'Angleterre plongea dans le chaos. Tout comme son couronnement, les funérailles de Guillaume ne se déroulèrent pas comme prévu. Son corps était tout simplement trop grand pour le tombeau de pierre préparé pour lui, et lorsque les assistants essayèrent de le faire entrer, les choses prirent une tournure bien pire. Ils appuyèrent si fort sur l'abdomen de Guillaume qu'il éclata, projetant un liquide putride partout. L'odeur qui en résulta était si insupportable que les personnes présentes fuirent l'église en horreur. Pas exactement l'adieu grandiose que l'on pourrait attendre pour l'homme qui a remodelé l'Angleterre pour toujours. Bien que la couronne anglaise soit passée entre de nombreuses mains au cours du millénaire qui a suivi, chaque monarque anglais, jusqu'à la reine Élisabeth II, peut retracer sa lignée jusqu'à Guillaume le Conquérant. À ce jour, il reste l'un des rois les plus célèbres de l'histoire anglaise, et pourtant, il ne s'est jamais vraiment vu ainsi. Il était toujours le duc de Normandie, avant tout. L'Angleterre était secondaire. Il n'y vécut que 5 ans et quitta à peine la Normandie au cours des 15 dernières années de sa vie.